Les jardins de Dessau-Förlitz sont un exemple exceptionnel de conception paysagère du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. Petit royaume de 142 km², Dessau faisait partie des 400 États qui constituaient le Saint-Empire romain germanique. C'est par la volonté d'un roi que l'esprit des Lumières plane sur les paysages de la région. Les jardins, les parcs, les châteaux construits par Léopold III évoquent tous les grandes idées qui ont émergé au XVIIIe siècle. Le contrat social, la tolérance, le triomphe de la raison sur les croyances. Ici, Rousseau, Diderot, Joachim Camp sont cachés derrière les arbres et c'est avec eux que nous avons rendez-vous. Christoph Losfeld, un Français agrégé d'allemand, est spécialiste du XVIIIe siècle et de la philosophie des Lumières. Pourquoi le prince de cette principauté va s'accaparer, s'approprier les idées du siècle des Lumières? Oh, ça a certainement plusieurs raisons. Lorsqu'il accède au trône, le prince Franz accédera au trône sous le nom de Léopold III, il est confronté à un certain nombre de problèmes. D'une part, la guerre de 7 ans a coûté beaucoup d'argent. En second lieu, il a commencé, sous Frédéric II, roi de Prusse, une carrière militaire, conformément à la tradition familiale. Et cette carrière, il l'interrompt brusquement en donnant sa démission. Et Frédéric II ne lui pardonnera pas. Léopold III ne peut pas compter sur la gloire militaire pour rayonner. Donc il faut qu'il fasse autre chose. C'est le grand problème auquel il est confronté. Il lui manque quelque chose par rapport à des ancêtres dont il est très fier. Et par rapport à une lignée dont il ne cesse de rappeler la grandeur, puisque les Ascaniens, la lignée à laquelle il appartient, remontent prétendument à Énée. Donc c'est quand même une vieille famille et une famille qui s'était illustrée sur les champs de bataille. Cela lui manquera toute sa vie. Et concrètement, quels sont les principes, quelles sont les idées qu'il va importer dans sa principauté? Oh, il y en a plusieurs. Alors il va s'inspirer beaucoup du libéralisme. Il va s'inspirer beaucoup du libéralisme anglais. Si vous regardez les bâtiments ici, ils sont souvent d'inspiration anglaise et il se plaisait lui-même à se donner l'image d'un gentleman farmer un petit peu. Et ce libéralisme, il va essayer de l'appliquer, par exemple, en reprenant les principes de la tolérance. Il n'est pas le premier. Son grand-père, par exemple, avait déjà permis à certains juifs de s'installer, mais c'était encore ce qu'on appelait des juifs protégés. Et lui, il va essayer de permettre à certains juifs de s'établir plus durablement. Et là aussi, on est toujours dans ce principe de « j'adopte les idées », mais j'en profite aussi, puisque les juifs qui vont s'établir ici vont permettre un essor du commerce tel qu'il n'existait pas auparavant. Et les idées, les principes des Lumières, Léopold se les approprie par ses lectures ou par ses voyages? D'une part par ses lectures, bien sûr, mais surtout par les voyages, puisqu'il est traditionnel pour les élites de l'époque de pratiquer ce qu'on appelle le Grand Tour, qui est un voyage durant plusieurs années, qui leur permet de découvrir les principales capitales européennes, voire des pays entiers. Et ce grand tour a toujours un double principe. D'une part, il leur permettra de découvrir la culture aulique, c'est-à-dire ils vont se faire voir en gros dans les grandes cours européennes, se faire présenter au roi de France par exemple. Et la deuxième composante du voyage est de découvrir les pays et de voir comment ces pays sont gouvernés. Et à partir des constats qui seront faits parfois, les cultures sont très bien pratiquées, donc on va reprendre les techniques pour les appliquer chez soi. Les routes sont mal entretenues, il manque de l'éclairage public, et on va, une fois rentré dans sa principauté, s'efforcer de prendre le contre-pied de ces mauvais exemples que l'on aura constatés le long des voyages. Il rencontre les grands du monde, les rois, mais aussi les penseurs.
Il va rencontrer les rois, il va rencontrer les penseurs, il va rencontrer les architectes, il va rencontrer les artistes, il va rencontrer les grands penseurs français. Par la suite, il rencontrera même Rousseau, quelques années plus tard. Il a certainement affaire avec la notion de perfectibilité que l'on trouve chez Rousseau, puisque l'homme étant bon, Rousseau le dit, l'homme étant bon, lorsqu'il sort des mains du Créateur, il devient mauvais à cause de la société. Et le souci de Franz va justement être de créer ici un cadre permettant aux populations qui vivent ici de pouvoir se perfectionner. Ça va passer par l'organisation de l'espace, mais ça va passer aussi par l'établissement d'un certain nombre de lois permettant une certaine forme de liberté religieuse et aussi un souci pédagogique. Le lien à Rousseau est bien sûr évident, qui s'exprimera dans la création d'une des premières écoles réformatrices d'Allemagne qui s'appelle le Philanthropienum. La plupart des bâtiments de Dessau-Wörlitz sont l'œuvre de l'architecte Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff, ami proche de Léopold III. Une grande maison néogothique côtoie un château néoclassique. Et plus loin, les ruines d'un temple grec. L'ensemble forme une véritable encyclopédie architecturale. Uwe Gwilitsch, historien et responsable des archives au sein de la fondation Kulturstiftung. Il a notamment publié un ouvrage sur le château de Wörlitz. Deux jeunes hommes se fréquentent, l'architecte Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff et le prince en fonction d'Anhalt Dessau. Erdmannsdorff accompagne le jeune prince dans son grand tour à travers l'Europe. Ils sont ensemble en Italie et sont enthousiasmés par l'architecture de la Vénétie, celle d'Andrea Palladio, et avant tout aussi par l'architecture, la culture antique qu'ils découvrent là-bas. Lorsque tous deux reviennent, ils décident d'édifier à Wörlitz cette villa de style néoclassique, néo-palladienne. Le prince, en tant que représentant des Lumières, décide que cette maison sera ouverte à tous ceux que cela intéresse. Ici, nous sommes dans l'une des pièces les plus élégantes de cette maison. C'est la salle à manger. C'est le prince Franz? Oui, exact. C'est le maître de la maison, si l'on veut. Le prince Franz d'Anhalt Dessau et son épouse Louise. La maison lui était dédiée. Toutes ces pièces, la décoration, sont inspirées de l'esprit des Lumières? Oui, bien évidemment. C'était ce que l'on pouvait trouver de plus moderne sur le continent et ouvert au public. On n'a pas d'exemple d'une plus grande mise en pratique du principe des Lumières que celle qui s'est produite ici. Les Lumières encouragent le classicisme par le retour au style antique présenté ici au public sous le regard bienveillant du prince Léopold. Vous avez dit que c'était ouvert au public, ça veut dire que toutes les pièces étaient ouvertes au public? Cela se passait ainsi. On le sait grâce au témoignage d'un étudiant de Suisse qui est venu ici en 1782. On venait à la villa, on tapait à la porte et on vous disait « Cela prendra encore quelques minutes, faites donc une promenade autour de la maison ». Et c'est ainsi que les visiteurs apercevaient les princes quittant la maison. Alors, elle était libre pour les visiteurs. Extraordinaire. Oh. Ici, c'est le belvédère. La couleur bleu clair, c'est la couleur du ciel. Le but était de s'imaginer assis sous les palmiers, à l'air libre, contemplant le jardin des Lumières. Aussi, on comprend ce que Rousseau avait formulé dans ses écrits de la deuxième partie du XVIIIe siècle. Les hommes retournent vers la contemplation de la nature. Sehnen sich die Menschen zurück zur Natur.
culminant des jardins ici. Oui. Ici, on a encore la possibilité, un étage plus haut, sur le toit du belvédère, d'avoir une vue d'ensemble sur le jardin. Sous cet angle, on voit que ce jardin, en fait, n'a pas de limite. Ces parcs et jardins sont intégrés à un paysage plus vaste. Au-delà des champs labourés et des bois, un étrange monticule attire le regard, sorte de petite colline posée sur une île que mon guide nomme le mont Vésuve de Dessau-Wörlitz. Pourquoi le prince Franz se lance dans cette construction? Il a été en 1766 dans le golfe de Naples et il a fait l'ascension du Vésuve. 22 ans plus tard, lui est venue l'idée suivante. Je vais reproduire la baie de Naples ici, à Wörlitz, et je vais aussi reproduire le Vésuve. On pourrait penser que le prince était devenu fou ou bien qu'il voulait fabriquer un Disneyland. Mais pas du tout. C'est un enfant, un produit des Lumières. À cette époque, il n'y avait pas d'éruption artificielle, il n'y avait pas de feu d'artifice. Mais il s'arrangeait pour montrer aux gens comment, après quelques manifestations bruyantes, la lave artificielle sortait soudainement du cratère du volcan et coulait jusqu'à l'eau. Le jardin était ouvert à tous et les gens venaient par centaines, par milliers pour voir ce spectacle, pour s'informer de la façon dont fonctionnait un volcan, dont on ne pouvait normalement pas voir l'original. Mais le prince, lui, l'a vu et a bâti ici un paysage pédagogique. Mais instruire le peuple n'est pas la seule raison d'être de cet étonnant mélange des styles. Pour les historiens, avec ses jardins, le prince Franz affirme aussi son pouvoir et son ambition politique. Michael Niedermayer est historien et professeur de littérature allemande. Est-ce que vous diriez que ce jardin, enfin ces jardins qui sont connus dans l'Europe entière, sont des outils de propagande pour le prince Franz? Il y a un proverbe qui dit que le château est la continuation du corps du roi. Mais le jardin est aussi une continuation du corps du prince. Et ce jardin-là est le corps du prince Franz. C'est un moyen de propagande pour lui, une façon de laisser une trace dans l'histoire. Le prince et sa femme étaient en quelque sorte le père et la mère de la communauté villageoise, et le peuple les célébrait continuellement. Franz ne faisait pas cela pour ses sujets, mais pour des voyageurs éclairés, pour le public venu de toute l'Europe. Son but était de montrer et de dire « Regardez, je suis un bon prince, je suis différent des autres ». Ça, c'est de la propagande. Avec plus de 400 perspectives, les jardins de Dessau-Wörlitz illustrent la recherche de liberté, d'asymétrie, dans un mélange de l'utile et du beau, inspiré de la philosophie des Lumières. Ludwig Trautzettel travaille depuis plus de 30 ans au sein du parc de Wörlitz. Il supervise le travail de 38 jardiniers. L'Elbe est de ce côté et ça c'est une digue. Oui, cette digue est nouvelle. Elle a été bâtie par le grand-père du prince Franz. Jusqu'ici, l'Elbe a toujours cherché de nouveaux chemins à travers le paysage. Et un jour, l'Elbe a coulé de ce côté de Wörlitz. Ça, c'est une colline, assez haute pour que l'Elbe ne puisse pas passer par-dessus. Et une fois, l'Elbe est passée par ce côté. Et c'est ainsi qu'est apparu ce lac à 4 bras. Lorsqu'en 1770, ces digues se sont effondrées, ces deux petits lacs sont apparus. Franz les a reliés avec ses canaux et de fait, on a pu naviguer en bateau sur ces voies d'eau entre ces lacs. Et en quoi ces jardins sont inspirés du siècle des Lumières, de l'esprit des Lumières?
Cela a toujours eu une utilité. C'est d'une part le beau, on doit contempler le jardin, mais cela doit également avoir son utilité. C'est pourquoi toutes les surfaces ici sont aussi exploitées. Les pelouses le sont pour les animaux et les arbres sont des arbres fruitiers. Vous avez ici la collection d'arbres fruitiers du prince Franz. Et cela servait à la santé du peuple. Elle n'est pas très belle, mais elle a très bon goût. Je peux? Je vous en prie. Quoique, dans quelques semaines, elle sera sûrement meilleure. Quand on marche ici, on regarde ce qui nous entoure. Et tout à coup, une fenêtre s'ouvre. Ici, par exemple, c'est une fenêtre avec une ouverture longue et profonde. Et on doit sans cesse tailler ce qu'il y a autour. Parce qu'en poussant, tout cela envahit la vue. C'est le paysage italien qui est représenté avec cette montagne. C'est le volcan du Vésuve. Il y a partout ici des vues dégagées. On se laisse surprendre. Et de fait, on voit toujours de nouvelles perspectives. À présent, on entre dans un tableau de maître. Notre attention grandit. Soudain, l'image se fabrique. Cela devient une peinture de paysage. On parle du jardin comme d'une peinture de paysage. Ici se dessine encore une nouvelle perspective, encore une nouvelle fenêtre dans le lointain. On a tous les éléments d'un paysage construit. Forêt, eau, chemin, pelouse et cet édifice juste devant nous. Et quand on passe le pont, notre regard est automatiquement attiré vers la droite. Et soudain, on voit le château. On voit une image composée comme un tableau. Et puis quand on se tient sur le pont, on se demande, mais enfin, d'où vient cette eau? On s'étonne. Le temple de Vénus est au fond du canal et il se dresse sur son promontoire de verdure. Et alors, on a cette perspective dans toute sa profondeur. Comme une surprise. À quelques kilomètres des jardins de Wörlitz, le château et le parc d'Oranienbaum ont été construits dès 1683 par l'arrière-grand-mère du prince Franz. À côté d'une des plus grandes orangeries d'Europe, dans les jardins du château, le prince a fait construire d'étranges bâtiments d'inspiration extrême-orientale. Enfant, pour aller au champ, Sébastien Doyle, aujourd'hui chef des jardiniers, traversait ce parc de 24 hectares avec son grand-père agriculteur. Léopold III a fait un voyage en Chine pour envisager de faire un jardin comme ça. Non, Léopold Friedrich Franz n'a jamais été en Chine. Et il a tiré ses inspirations d'un modèle qui était le livre Design of Chinese Building de William Chambers. Différents monuments chinois étaient représentés dans ce livre. Il a donc pu faire construire ses édifices d'après ce modèle et il a créé ses jardins dans ce style-là. Sébastien, je me trompe ou il n'y a aucune plante asiatique dans ce jardin chinois?
Oui, à l'époque où le jardin a été créé, autour de 1800, c'était pas possible de faire venir des plantes de Chine. Ces produits n'existaient pas en Allemagne. De fait, on n'a pas pu transporter des arbres ici. On utilisait des espèces de bois locales que l'on pouvait alors déjà trouver, entre autres dans les jardins anglais. Et il y a beaucoup d'espèces d'arbres d'Amérique du Nord. En plein cœur de la ville de Dessau, à quelques kilomètres des châteaux, je retrouve Kirsten Lott, responsable de l'aménagement du paysage et de la conservation des bâtiments pour le classement du site à l'UNESCO. Direction le cimetière de la ville, un lieu surprenant. Nous sommes ici dans le nouveau cimetière de Dessau, avec des tombes comme on a l'habitude d'en voir. Et là, nous nous dirigeons vers une partie du cimetière qui va vous étonner. Mais où sont les tombes? On entre dans un espace où l'on ne parvient pas à imaginer que l'on est dans un cimetière. Cela remonte au temps des Lumières de Dessau. Les cimetières sont, pour ainsi dire, l'expression du développement culturel et social des évolutions d'une société. Cela se reflète très bien ici, dans ce site. Et le fait que vous ne voyez pas ici une seule tombe, c'est exactement le concept de ce cimetière. Le prince voulait que ce lieu, calme et tranquille, ne soit pas marqué par la différence de rang, au travers de grandes expressions de douleur qui s'exprimeraient sur les tombes, au travers d'hommages ostentatoires. La volonté ici, c'est que tous soient égaux devant la mort. Donc ça veut dire que dans ce cimetière, tout le monde est anonyme et c'est l'égalité absolue. Oui, dans les faits, c'est ainsi. On a enterré ici les gens sans aucune considération pour les différences de rang. Pour les habitants de Dessau, qui étaient très connus et qui étaient inhumés dans ce cimetière, on a construit des caveaux. Mais tous ces caveaux étaient identiques, ordonnés et placés de façon régulière. Ils sont hauts de 1,60 m et longs de 4,10 m. Et les tombes qu'on aperçoit dans la pelouse, ça correspond également à des gens connus de l'époque? En fait, à partir de 1820, cette règle de ne pas avoir de pierre tombale était abandonnée. C'est pourquoi il y a des tombes, comme dans les cimetières classiques. Je me réjouis de voir ce jeune club de théâtre. C'est très important qu'il existe un programme pédagogique dans ce jardin. Cela avait beaucoup de valeur pour le prince. Il n'avait pas simplement pensé au beau, mais il avait la volonté de transmettre cet art des Lumières. Et peut-être les Lumières ont-elles constitué le terreau pour que, des années plus tard, le Bauhaus puisse s'installer à Dessau, dans une ville qui s'est bâtie à travers le progrès technique. Le Bauhaus, l'Institut des Arts et des Métiers fondé à Weimar en 1919, est transféré à Dessau en 1925. Et c'est ici que seront élaborés les fondements de l'architecture moderne. Les nazis y voient l'expression d'un art dégénéré et décrètent sa fermeture. Aujourd'hui, en cours de restauration, ces bâtiments participent à l'héritage architectural et culturel de Dessau, initié par le prince Léopold III 250 ans plus tôt.